Mesdames, Messieurs, bonsoir. On se retrouve grâce à Midreshet Yehuda Manitou pour continuer cette saga sur les pirates des Caraïbes, présentée par Georges Spira. Et tu veux nous parler ce soir d'une figure d'Antonio Abraham Carvajal. Mais je crois que tu as aussi des annonces peut-être à faire avant. Bechavot, Georges. Voilà. Alors, bonsoir tout le monde. J'ai pas de carnet de famille ce soir. C'est comme ça, il se passe pas grand-chose. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle. C'est que nos soldats ont récupéré une de nos otages, une soldate, et qu'elle a pu rentrer dans sa famille. Donc, il faut prendre les bonnes nouvelles et les annoncer. Ça, c'est une chose. Maintenant, par ailleurs, Odile Gottlieb et la Midreshet Manitou m'ont fait parvenir le message suivant. On recherche des volontaires puisque tout le monde veut participer et faire quelque chose. On recherche des volontaires pour faire les lessives pour des réfugiés du sud du pays qui sont logés à l'hôtel Montefiore, 7 rue Schatz. Alors, si vous voulez bien faire de la lessive pour ces gens qui sont réfugiés, voilà les coordonnées, je vous les remontrerai encore tout à l'heure en fin de cours. Est-ce qu'on voit quelque chose? Pas tellement. Donne-nous les deux. Non, on voit pas parce que cause du fond que tu as mis. Dis-nous le. Alors, c'est Hôtel Montefiore, 7 rue Schatz. Schatz. Et il y a un numéro de WhatsApp auquel il faut téléphoner et qui donnera ensuite les instructions. Le numéro du WhatsApp, c'est 052 2 8 6 1 9 7 2. Je répète, 052 286 19 72. Voilà, je l'ai écrit dans le chat. OK, et je redonnerai encore une fois en fin de cours pour que tout le monde l'ait vu. Donc voilà, c'est une petite chose, mais beaucoup de petites choses font des grandes choses et il faut essayer d'intervenir et d'aider ces gens qui sont vraiment dans la peine. J'observe d'ailleurs que le monde entier est très préoccupé par les réfugiés de Gaza, mais il y a 125 000 réfugiés dans leur propre pays en Israël, ça on s'en fout. Ils n'ont pas besoin d'aide humanitaire, ils ont besoin de rien du tout. Voilà, c'est juste une petite réflexion en passant. Et voilà, maintenant je vous propose que nous allions plus avant dans notre histoire des pirates des Caraïbes. Ça va nous changer un peu les idées. Ça va nous changer un petit peu les idées et j'espère pouvoir vous distraire un peu du quotidien. Voilà, alors un petit résumé du dernier cours. Nous avions vu qu'après la perte par la Hollande du nord-est du Brésil, ce qu'on appelait la Nouvelle-Hollande, en février 1654, il y a un nouvel exode de Juifs ou de conversos. Et on a Abraham Cohen, qui est un personnage connu, et on reviendra sur lui, et une centaine de familles qui partent vers la Nouvelle-Amsterdam, en d'autres termes, vers New York, qui est possession hollandaise également à l'époque. Et puis, il y a un bateau de réfugiés qui part vers Curaçao et un dernier bateau qui s'appelle le Falcon, qui part vers une île où il y a possession hollandaise également, mais suite à une tempête, ce Falcon arrive en Jamaïque. Et en Jamaïque, tout le monde est arrêté. Et je vous avais fait un rappel historique de l'histoire de la Jamaïque et je m'excuse encore aujourd'hui. C'était très confus parce que c'est une histoire compliquée. On n'avait tous pas trop la tête et du coup, j'ai fait un cours qui était pas bon du tout il y a 3 semaines parce que c'était très mélangé, très mêlé, très compliqué et je vous présente mes excuses. Donc, en 1 minute, je vais vous refaire ce cours, comme quoi on aurait pu faire beaucoup plus court, effectivement. Le rappel historique de la Jamaïque, c'est la chose suivante. Cette île est disputée. Et cette rivalité concerne beaucoup, beaucoup de monde. En tout premier lieu, les descendants de la famille de Christophe Colomb, qui ont une autorité presque absolue sur l'île de la Jamaïque,
D'autre part, les hidalgos, ces nobles espagnols désargentés qui sont allés à l'aventure et qui se sont regroupés dans un mouvement syndical, si vous voulez, qu'on appelle le Cabildo. Ce sont des Espagnols chrétiens. Par ailleurs, est partie prenante là-dedans le Portugal, qui a envie de prendre la Jamaïque aussi, est partie prenante la Hollande et finalement encore l'Angleterre. Voilà. Ça, c'est tous ces gens qui s'intéressent à l'île de la Jamaïque, parce que vous savez tous qu'il y a là-bas un fabuleux trésor d'or et une mine d'or qui a appartenu à Christophe Colomb. C'est un rêve, c'est un mythe qui va durer très longtemps. Alors, il y a des menaces sur les conversos, ceux qu'on appelait les Portugais, ces petits mousses qui étaient partis avec Christophe Colomb, qui ont fait souche sur place et qui se désignent eux-mêmes comme les Portugais. Ce sont des conversos juifs. Et c'est là où c'est devenu compliqué, parce que l'histoire est compliquée et que c'est devenu très brouillon. Il y a eu des allers et retours politiques de toutes sortes, coups d'État, des envahissements, des traîtrises, des affaires de cœur. Bref, toute une salade politico-économique et d'affaires de cœur aussi, il y en a eu pas mal, qui aboutit au fait que nous sommes maintenant dans une île qui est espagnole. Le Falcon est arraisonné par les Espagnols en 1654 et les Juifs sont prisonniers. Alors, sur ce Falcon, qu'on appellera le bateau des hérétiques, il y a des Juifs et il y a des conversos. Et ça, c'est important parce qu'on va faire un distinguo. Il y a des tractations très importantes. Finalement, les Juifs sont libérés, les Juifs, pas les conversos. Les Juifs sont libérés. Parmi eux, on retrouve Abraham Israël, Isaac Israël et les deux fils de Mesquita. Mesquita, c'était également un de ces Juifs aventuriers qui ont développé toute la région. Mais Mesquita, lui, il est conversos. Donc ses fils sont libérés, mais lui, il est gardé prisonnier par les Espagnols. Et alors, pourquoi il y a toute cette histoire? Parce que le Cabildo, les chrétiens, les hidalgos espagnols, ont vu là l'occasion de faire perdre leur autorité aux descendants de Christophe Colomb par tout un jeu politique. C'est ce qu'ils ont vu. Finalement, l'occasion va être ratée et la famille Colomb reste en place. Pour terminer, le Falcon arrive à la Nouvelle-Amsterdam, ce qu'on appelle New York aujourd'hui, le 7 septembre 1654, nous sommes au milieu du XVIIe siècle, après 7 mois, avec à bord des gens complètement épuisés par 7 mois de tribulation et totalement appauvris. Ça, c'est le résumé de ce que nous avions vu donc la dernière fois. Alors, ils arrivent à New York et ils sont accueillis par un personnage très haut en couleur. Il a une jambe de bois, il est habillé d'une façon très excentrique. C'est un nom que vous connaissez bien. Il s'appelle Monsieur Peter Stuyvesant, un grand anti-juif devant l'Éternel, mais il est connu notamment par la marque de cigarettes qui a hérité de son nom. Voilà. Alors, Peter Stuyvesant reçoit très très bien les calvinistes, c'est un Hollandais. La Nouvelle-Amsterdam est hollandaise. Il reçoit très bien les calvinistes parce qu'il en est lui-même. Et puis, il reçoit très très mal les juifs. Et il va écrire une lettre. Et dans cette lettre, il écrit la chose suivante. Ces juifs risquent de devenir une charge et nous leur avons aimablement demandé de repartir. Ça, c'est ce qu'il écrit à Amsterdam, au gouvernement. Il ne peut pas faire tout à fait ce qu'il veut, il est gouverneur, mais il lui faut l'accord du gouvernement. Le fond de sa pensée, on le retrouve dans son journal, dans lequel il écrit la chose suivante. Nous prions de bien vouloir faire en sorte, il prie Dieu, n'est-ce pas, de bien vouloir faire en sorte que cette race fourbe, blasphématoire et remplie de haine envers notre Sauveur ne soit pas autorisée à infecter la colonie et à y semer le trouble. Entre parenthèses, infecter, microbes, virus, vous voyez
les schémas qui caractérisent les Juifs, on les trouve déjà à l'époque. Voilà le fond de sa pensée. Et donc la lettre où il demande qu'il ne soit pas reçu en Nouvelle-Amsterdam, elle est datée du 22 septembre 1654, c'est-à-dire 15 jours après l'arrivée de ces gens qui sont épuisés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est expédiée le 22 septembre 1654, c'est-à-dire le jour où c'est le premier bateau qui part de Nouvelle-Amsterdam et qui assure la liaison entre New York et Amsterdam. La première fois. Et c'est sur ce bateau que part cette lettre de Peter Stuyvesant pour demander que les Juifs soient foutus à la porte de New York. Alors, sur ce bateau, on trouve un personnage qu'on connaît bien, Abraham Israël. Il est sur ce bateau et il vient avec une lettre de supplication des conversos qui sont prisonniers en Jamaïque, chez les Espagnols, pour essayer de faire quelque chose. Alors, ces Juifs de New York qui sont arrivés, ne sont pas arrivés sur le Falcon. J'avais dit que le Falcon s'était perdu, etc. Alors, ils sont en partant de Jamaïque, les Juifs. Ils ont fait escale à Sainte-Catherine. Et là, ils sont montés sur un autre bateau qui s'appelle le Sainte-Catherine, justement. Non, pardon, ils ont fait escale à Cuba. Une partie des gens qui ont quitté la Jamaïque sont partis sur le Sainte-Catherine, direction New York. Une autre partie n'est pas partie. Elle est restée sur le Falcon et elle va naviguer. Et on va perdre leurs traces. On va les retrouver, je vous rassure. On va les retrouver bientôt. En tout cas, ce n'est qu'une partie des Juifs qui arrive à New York. Voilà. Et sur le bateau qui est parti, on ne sait pas où, on trouve les neveux d'Abraham Israël et les fils de Mesquita. Et puis voilà. Alors, Abraham Israël arrive à Amsterdam avec son bateau et immédiatement, le lendemain, il court vers l'assemblée des Parnassim, les présidents, les chefs de la communauté. Et il expose le problème de ces conversos retenus en Jamaïque. Et il précise, attention, ce sont des citoyens hollandais. Donc l'Espagne n'a pas de droit sur eux. Leur détention est illégale et donc les Parnassim déposent une requête aux États généraux de Hollande, d'Amsterdam. Et on parle dans cette requête d'outrage international que représente le sort qui est fait aux Juifs de Tsour Israël. Et on doit, c'est la demande des Parnassim, on doit exiger du roi d'Espagne leur libération immédiate. Qu'est-ce que vont faire les États généraux, donc le gouvernement d'Amsterdam? Ils réagissent très violemment à cette requête et intiment au roi d'Espagne que l'affaire est extrêmement grave et ils exigent de l'Espagne qu'elle interdise à l'Inquisition d'exercer des exactions contre les conversos qui sont en Jamaïque, premièrement, et que ceux-ci soient immédiatement autorisés à repartir. Ajoutant en plus que cette requête à l'Espagne est conforme au traité de paix entre l'Espagne et la Hollande. Donc vraiment une position extrêmement ferme. Alors, ce qu'on sait, c'est que certainement les ordres ont été donnés à la Jamaïque de libérer ces gens, mais on n'a pas de documents. Alors, comment est-ce qu'on peut l'affirmer? Parce que 6 mois plus tard, quand les Anglais vont débarquer en Jamaïque, ben, il n'y a plus de Juifs. C'est donc que ces conversos sont partis. Voilà. Alors, beau succès, puisque les États généraux ont très bien reçu les Juifs. Et là-dessus, Abraham Israël Cohen et Bento Osario. Bento Osario, c'est le chef de la fraternité, donc l'association des Parnassim, sont confiants et pensent que Peter Stuyvesant va être débouté. Alors là, c'est un peu plus compliqué
puisqu'ils ont amené cette lettre de Stuyvesant. Ils ont évidemment défendu la position des Juifs à New York. C'est un petit peu plus compliqué. Toujours est-il qu'il faudra attendre 3 mois. Alors, il faut rappeler que l'autorité sur New York est entièrement entre les mains de la Compagnie des Indes occidentales, qui a tous les droits sur New York. Par-dessus, il y a encore le roi, mais il ne se mêle pas. Alors, la Compagnie des Indes, elle se fait un petit peu tirer l'oreille quand même, et finalement, quand même, au bout de 3 mois, ils envoient une lettre et obligent Stuyvesant à changer d'avis. Le 15 février 1655, Stuyvesant reçoit une lettre disant, écoutez bien, on aurait bien voulu lui donner satisfaction, mais vu les pressions de certains actionnaires juifs, il faut être conciliant. Ah, ça, c'est intéressant. Moi, j'avais une belle maman qui était une dame pleine de bon sens. Elle disait toujours, je vous le traduis tout de suite, mais ça rime, Geld regiert die Welt. L'argent régit le monde. Et c'était déjà comme ça, et c'est encore comme ça aujourd'hui. Nos amis américains nous font bien sentir qu'ils nous aident beaucoup, mais il faut obéir actuellement. Mais c'est un autre domaine d'investigation. Donc, effectivement, la puissance financière des Juifs fait que la Compagnie des Indes n'a pas guère d'autre choix que d'intimer à Stuyvesant l'ordre de laisser débarquer les Juifs. Alors, c'est quand même une lettre plutôt tiède, pas très agressive, et dans les 2 années qui suivent, 1655 et 56, Stuyvesant rend la vie des Juifs vraiment difficile. Seulement, ils ne vont pas se laisser faire. Il y a une série de procès qui sont intentés contre lui par les fils d'Abraham d'Acosta. Abraham d'Acosta, c'est le frère d'Uriel d'Acosta, dont on parlera quand on parlera d'Amsterdam et de Spinoza. Donc, par les fils d'Abraham d'Acosta, par les fils d'Abraham Israël et d'Abraham Cohen. On a que des Abraham, là. Voilà. Et qui finiront. Pourquoi on n'a que des Abraham? Au passage, ce sont d'anciens conversos qui, en revenant au judaïsme, ont pris comme nom Abraham. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, ces différents procès finiront par donner raison aux Juifs qui obtiennent de haute lutte nombre de droits fondamentaux, faisant de New York, pour les Juifs, une terre d'émancipation et de liberté. Tout à fait nouveau. Finalement, à cause de l'anti-judaïsme de Stuyvesant, les Juifs vont obtenir beaucoup, beaucoup de droits. Voilà. Alors, jusqu'à présent, tous les protagonistes de cette histoire sont du Nouveau Monde, sont l'Espagne et le Portugal. Parce que, je vous le rappelle, le pape, dans sa très grande sagesse, a coupé les découvertes du Nouveau Monde en 2 parties, la moitié pour l'Espagne, l'autre moitié pour le Portugal. Et les autres puissances de l'époque, l'Angleterre, la France, qu'est-ce qu'on a encore? La Hollande, reçoivent rien du tout. Ils ne sont pas très contents, on peut comprendre. Ils ne sont pas très contents. Alors, ils vont essayer de grignoter une partie de cet empire. Et nous avons parlé déjà par le passé de l'entrée en jeu de la Hollande, on l'a vu à plusieurs reprises, avec le Brésil entre autres. Mais voici qu'au milieu du XVIIe siècle, c'est l'Angleterre qui va rentrer dans la danse. Alors, dans quelle mesure ça concerne les Juifs? C'est toute une histoire qui voit l'arrivée des Juifs en Angleterre. Mais cette histoire de l'arrivée des Juifs en Angleterre, je ne vais pas vous la raconter maintenant, c'est tout un chapitre, c'est très intéressant, ça part entre autres d'Amsterdam. Pour le moment, ce qui nous intéresse dans notre affaire des pirates, c'est qu'il y a quelques Juifs en Angleterre et on va s'intéresser à quelques faits en rapport avec le Nouveau Monde. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que les Juifs qui sont en Angleterre, il y a des Juifs en Angleterre, ils sont bannis en Angleterre depuis 1290. On va voir ça tout de suite.
Les Juifs qui sont en Angleterre bénéficient d'un lord protecteur très efficace en la personne de Cromwell, qui régente l'Angleterre. Et Cromwell, il a de grandes ambitions pour le Nouveau Monde. Et c'est là qu'intervient un personnage qui s'appelle Antonio Abraham Carjaval. Alors, c'est un personnage très, très haut en couleur, très puissant, et je vais vous raconter son histoire. Nicolas Payne, ça c'est en anglais, il est interprète l'interprète anglais, avec l'espagnol ou le portugais, du général Venable. Venable, c'est un amiral anglais, commandant, un des deux commandants de la marine anglaise. Or, ce Nicolas Payne est fait prisonnier par les Espagnols et il révèle, complotisme déjà à l'époque, un soi-disant complot juif visant à s'emparer de l'Angleterre. Et le premier volet de ce complot sera tout d'abord d'attaquer les colonies et de soumettre les colonies. Voilà. Donc, un complot juif. Alors, Cromwell n'aurait jamais attaqué la Jamaïque sans avoir d'abord consulté Carjaval. Et Carjaval lui conseille, pour commencer la conquête du Nouveau Monde, enfin d'une partie en tout cas du Nouveau Monde, de commencer par la Jamaïque, parce que la Jamaïque, c'est une île qui a une position stratégique essentielle. Et donc, c'est ce qu'il lui conseille. Qui est Carjaval? Alors, c'est l'un des plus grands marchands de Londres. C'est un armateur de bateaux, des bateaux qui sillonnent le monde entier, toutes les mers du globe. Il est partout, ce monsieur. Par ailleurs, très important, il a un réseau d'informateurs à travers tous les ports du monde, tous les ports connus, enfin du monde connu en tout cas, et ces informations sont extrêmement précieuses évidemment pour Cromwell. Mais tout ça, toute cette relation entre Cromwell et Carjaval se passe dans la plus grande discrétion parce que Carjaval a toute sa famille encore en Espagne. Ils sont conversos et sont donc en grand danger à cause de l'Inquisition. Nous allons d'ailleurs voir pourquoi il est arrivé en Angleterre. Alors, en Angleterre, ils ont été expulsés en 1290, les Juifs. Ça fait plus de 3 siècles. Et depuis 1600, il y a quelques grandes familles puissantes qui ont pu s'installer en Angleterre et qui sont très influentes dans le commerce international anglais. Alors, c'est très intéressant de les avoir en Angleterre parce qu'ils n'ont aucun droit de citoyen. Ce sont des gens riches, ce sont des gens capables et compétents. Et donc, on laisse venir un certain nombre de juifs puissants, pas des pauvres, rassurez-vous. C'est ce qu'on laisse faire. Ils se désignent eux-mêmes du titre de portugais, c'est-à-dire conversos, que nous avons vu en Jamaïque. Et Carjaval arrive en Angleterre, il a 46 ans. C'est la première fois qu'il vient à Londres, et alors c'est un personnage énorme, énorme. Il arrive sur un cheval, avec une armure de chevalier, Don Quichotte, mais suivi par une colonne de mulets qui portent des caisses remplies de lingots d'or. Ah, ça c'est extraordinaire, voilà, un personnage très intéressant, n'est-ce pas, pour la couronne. Alors pourquoi est-ce qu'il vient en Angleterre? Parce qu'il vient de s'échapper de Tenerife aux Canaries, il y a un petit peu le circuit, où l'Inquisition le cherchait pour l'arrêter. Je rappelle que l'Inquisition était surtout intéressée par l'argent plus que par autre chose, hein, plus que par l'élévation des âmes. Les âmes, c'est le prétexte, le fric, c'est la véritable raison. Alors, il a réussi à échapper à l'Inquisition en emmenant sa fortune, et il vient donc en Angleterre. C'est un personnage flamboyant, grande gueule, et très très vite, il devient le chef des Juifs de Londres. On ne va pas parler de communauté de Londres parce qu'il n'y en a pas. Ils sont tolérés ou acceptés à Londres dans la mesure où ils ont pas mal d'argent
mais ils ne sont pas constitués en communauté. Donc, il devient le chef des Juifs de Londres. Très, très grand groupe, il y a 30 familles en tout et pour tout. Ça ne fait quand même pas des masses. Alors, c'est quoi son commerce? Eh bien, c'est assez sympathique comme histoire. Les conversos du Pérou et du Mexique, là où il y a les fameuses mines d'argent de Potosi, vendent de l'argent métal à des conversos de Séville, lesquels conversos de Séville vont vendre l'argent métal, toujours, à Carjaval. Et Carjaval fait des lingots d'argent, métal, argent, avec son propre, c'est pas un tampon, enfin sa propre marque imprimée sur les lingots. En d'autres termes, l'essentiel du marché de l'argent métal est entre les mains des Juifs. Donc c'est important et ça lui donne évidemment une très grande puissance. Alors, la conquête de la Jamaïque par l'Angleterre, ce sera un très très grand succès dans lequel Carjaval va jouer un rôle majeur. Carjaval a un associé qui s'appelle Simon de Carcérès. C'est pas banal non plus, lui. Hein. Il est pas mal dans son genre. Très grand marchand, très fortuné. Et Simon de Carcérès l'informe que Carjaval a un homonyme en Jamaïque qui s'appelle Francisco Carjaval. Nous, on a affaire à Antonio. Et là, il s'agit de Francisco Carjaval. Et ce Francisco Carjaval est à la tête de forces armées et Carcérès dit à Carjaval, on peut compter sur lui en cas d'invasion de la Jamaïque par l'Angleterre, il mettra ses forces armées au service de l'Angleterre. On peut compter sur lui. Alors, Carjaval, l'anglais, Antonio Carjaval, il a une idée en tête. Pour prix de ses services, pour prix de l'aide qu'il apporte à Cromwell, il voudrait obtenir la légalisation du retour des Juifs en Angleterre. Donc voilà un homme qui est fortuné, c'est un Juif affirmé, clairement, et il va mettre sa puissance, son intelligence pour essayer d'obtenir une espèce d'émancipation, en tout cas de retour des Juifs en Angleterre. Il va y arriver. On va voir dans des circonstances assez intéressantes. Voilà. Mais avant d'attaquer la Jamaïque, Cromwell organise, sans en référer à Carjaval, la campagne de Saint-Domingue. Saint-Domingue, c'est ce qu'on appelle Hispanola à l'époque. Et cette campagne va être une catastrophe. En fait, les Anglais vont recruter une armée de gueux à la Barbade, à Nevis, en tout 8000 hommes, mal équipés, mal nourris, manquant d'eau, dirigés par l'amiral Penn. Alors l'amiral Penn, figurez-vous que c'est le monsieur qui, quelques années plus tard, va découvrir la Pennsylvanie, d'où le nom de Pennsylvanie. Voilà. Donc, ils sont dirigés par Penn et par le général Venable dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, Venable, lui, c'est vraiment un incapable, tout à fait imbu de lui-même. Et en définitive, 200 cavaliers espagnols vont décimer toute cette armée de 8000 hommes qui est absolument incapable de conquérir Hispanola. Alors voilà, un problème là. Pas question pour Penn et Venable de rentrer comme ça à Londres. Ils seront immédiatement condamnés. Donc ils naviguent. Seulement, voilà, Venable avait reçu une lettre cachetée de Cromwell avant de partir. Et cette lettre cachetée, il lui avait été intimé l'ordre de ne la décacheter qu'après la victoire d'Hispanola et une fois qu'il serait en mer. Et qu'est-ce qu'il trouve dans cette lettre? Il faut attaquer la Jamaïque. Voilà. Alors, pourquoi la Jamaïque? Encore une fois, 12 ans auparavant, il y avait une expédition anglaise de Jackson, ça je vous avais raconté l'histoire au début,
et qui avait rapporté le fait que la Jamaïque était une île stratégique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, simplement pour vous le rappeler, c'est effectivement une espèce de, de barrage à l'entrée de tout le Nouveau Monde, et donc il faut passer par la Jamaïque, c'est un relais très important. Alors, il semblerait vraiment que l'objectif prioritaire de Cromwell, c'était la Jamaïque, mais il a tenu ce projet secret. Pour quelle raison? J'en sais rien. On n'a pas de réponse, on n'a pas de document qui nous explique la raison pour laquelle il avait tenu ce projet secret. C'est donc une fois en mer que Venable apprend qu'il doit aller vers la Jamaïque. Le projet de Cromwell, il y en a beaucoup, hein, cet homme, il est entreprenant, est également de laisser venir les Juifs, pas encore en Angleterre, il faut y aller doucement, mais au moins dans toutes les colonies anglaises, dans la mesure où il y en a. Voilà. Et plus tard, ils viendront en Angleterre, et quand ils seront de retour en Angleterre, ça c'est une dimension tout à fait mystique, l'Angleterre deviendra la Nouvelle Jérusalem et assurera ainsi le retour du Messie. Voilà grosso modo le schéma, j'y reviendrai tout à l'heure, de Cromwell. Donc, l'armada anglaise, elle est quand même encore puissante. Ils ont été défaits à Saint-Domingue, à Hispaniola, mais c'est quand même encore une armada puissante. Il y a 38 bateaux, il y a 6000 marins et une centaine de juifs. En face, les Espagnols disposent de 1500 hommes et 750 esclaves, ça ne fait pas très très lourd. Ils arrivent donc en vue de la Jamaïque, du port, une salve de canon et tous les soldats espagnols s'enfuient. Et l'Angleterre a conquis au moins déjà le port de la Jamaïque. Ils débarquent, on occupe le port et on se dirige immédiatement vers Villa de la Vega, qui est la capitale à l'époque de la Jamaïque. Alors, il y a deux hommes jamaïcains. Vous savez, c'est un roman, hein, cette histoire. Il y a deux hommes jamaïcains qui viennent avec un drapeau blanc, qui ont été dépêchés par le gouverneur de Jamaïque, qui est malade. Ces deux hommes sont Francisco Carjaval et Duarte Acosta, l'ancien et l'actuel chef des armées de la Jamaïque. Les deux sont des conversos, particularité, et donc ils vont négocier la reddition de l'Espagne à l'Angleterre. En contrepartie, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Les Portugais, c'est-à-dire ces Juifs conversos qui se nomment eux-mêmes Portugais, qui sont restés, les Portugais sont autorisés à rester dans l'île, premièrement, et les Hidalgo, les nobiliaux chrétiens espagnols, seront transférés au Mexique, expulsés. Alors, bon, le Cabildo, l'association qui regroupe tous ces Hidalgo, mais ils ne sont pas tout à fait d'accord, vous vous imaginez bien. Le Conseil des Hidalgo refuse de partir et ils vont se réfugier dans une plantation sucrière très importante menée par deux chefs. Francisco de Laiba, inutile de retenir le nom, qui se nommait lui-même roi de Jamaïque, et Sanchez Issassi avec son fils Arnoldo. On a envoyé deux esclaves avec une lettre des Anglais leur intimant les instructions qu'ils devaient quitter le Mexique. Ces deux pauvres hommes qui n'ont rien fait que de porter un message vont être pendus et le Cabildo prend le maquis. Et il qualifie les deux officiers portugais qui avaient été dépêchés pour discuter de la reddition. Nous parlons là de Carjaval et de Acosta, sont traités de traîtres, sont qualifiés de traîtres par les Hidalgo. Bon, ce n'est pas tout à fait faux. Alors Arnoldo, le fils d'un des chefs Hidalgo, et un groupe de rebelles se réfugient dans la montagne et organisent des opérations de guérilla contre tout Anglais qui sort de la ville pour aller chasser, parce qu'on chassait pour avoir la viande déjà. Et donc, il y a une guérilla qui s'organise.
Ça, c'est l'histoire de la conquête de la Jamaïque par l'Angleterre. Maintenant, nos deux marins, nos deux amiraux, Venable et son copain s'appelle. Pardon? Attendez, je retrouve son nom. Bon, c'est pas très grave. Ah, Penn, bien sûr. Quand ils arrivent en Angleterre, Cromwell n'est pas très content. Il les fait immédiatement enfermer à la Tour de Londres. Terminer leur histoire, parce qu'ils ont quand même eu un gros échec à Saint-Domingue. Donc, ils sont à la Tour de Londres. Par contre, il réserve un accueil absolument chaleureux à Simon Carcérès, celui qui est venu avec le drapeau blanc, n'est-ce pas, et qui a négocié avec les Anglais la reddition de l'île. Carcérès est rentré par le même bateau que Venable et Penn. Mais qui c'est ce Carcérès? Eh bien, figurez-vous que Carcérès, pas n'importe qui, c'est le fils de Moïse de Carcérès, un des 12 fondateurs de la communauté de Neve Shalom à Amsterdam. On retrouve ce circuit. Voilà que Amsterdam revient à l'avant de l'histoire. C'est un très riche marchand qui dispose de comptoirs en Europe et à la Barbade. À Barbade, il a vécu pendant 7 ans, entre 1647 et 1654. Et il allait là-bas, il a séjourné, il a 2 frères à la Barbade qu'il est allé visiter quand la flotte de l'amiral Penn est arrivée. Voilà. Alors, quand la flotte repart, Simon Carcérès, avant son départ, a organisé tout l'approvisionnement de l'armée qui est restée sur place et il fournit également l'armada à quai en Jamaïque qui peut défendre l'île, donc il fournit des bateaux et il dresse la liste des besoins logistiques pour cette armée qui s'installe en Jamaïque. Voilà. Alors, les soldats qui restent sur place commencent à fortifier le port, qui deviendra port royal, et qui, dans les 10 années à venir, sera réputée la ville la plus mal famée du monde. Voilà. Alors ça, c'est encore une histoire. 17 août 1655. Cromwell honore le seul homme qu'il ait bien conseillé, Antonio Abraham Carjaval. Et comment est-ce qu'il l'honore? Il le convoque avec ses 2 fils et leur accorde la citoyenneté anglaise. Soit les 3 premiers juifs admis dans la citoyenneté, légalement dans la citoyenneté anglaise depuis 365 ans. C'est quand même un événement à marquer d'une pierre blanche. Et quelques années plus tard, Carjaval va avertir Cromwell, parce qu'il a son réseau de renseignements, que le prince Charles, qui est en exil, a signé un traité avec l'Espagne, avec pour but de rendre la Jamaïque à l'Espagne et de renverser le Commonwealth, enfin l'embryon de Commonwealth qu'il y a, et l'Espagne s'engage à fournir une armada pour reprendre l'île et évidemment permettre à Charles de revenir sur le trône d'Angleterre. Alors, Cromwell est averti par Carjaval. Il a une marine qui est commandée par un monsieur dont on a déjà parlé, qui s'appelle Francis Drake, l'amiral Drake, qui est très connu. Et cette marine, cette armada anglaise avertie, écrase l'armada espagnole dans le port de Cadix avant même qu'elle ait appareillé. Fini l'histoire de la reconquête de la Jamaïque par l'Espagne. Ça a été vite terminé. 1658, toujours au milieu du XVIIe, le volume de marchandises importées par Carjaval en Angleterre représente 8,3% de tout le commerce international anglais. C'est considérable. Plus de 8% dans les mains d'un seul homme. C'est vous dire la puissance de Carjaval financière et par conséquent également politique. Et
il a déjà 60 ans bien tapé, c'est un type qui a toute sa vigueur. Et en 1658, il y a des douaniers qui décident de saisir l'un de ces bateaux. Et ce monsieur estime que cette confiscation est injuste. Je vous rappelle qu'il a plus de 60 ans. Il déboule à l'entrepôt, pointe son épée sur la joue de l'officier des douanes, menace de le transpercer, et les douaniers, avec leur officier, prennent la poudre d'escampette. Et voilà ce qu'ils écrivent dans le rapport de police. Un homme, barbe, poivre et sel, doté d'un tempérament fougueux, est très habile dans le maniement de l'épée. Et il est accompagné de son serviteur, Manuel Fonseca, un individu capable de battre n'importe quel Anglais. Voilà le personnage qui était Carjaval. Bon, les poursuites s'arrêteront très rapidement parce que quelques mois plus tard, Antonio Abraham Carjaval décédera. Fin de l'histoire de Carjaval. Ça continue. En automne 1655, Cromwell lance une politique de peuplement de la Jamaïque. C'est-à-dire qu'il ouvre la Jamaïque à tout planteur, tout aventurier, quelle que soit sa nationalité ou sa religion, pour s'installer et travailler en Jamaïque. Il accorde la citoyenneté au docteur Abraham de Mercado, la citoyenneté anglaise. Attention. Docteur Abraham de Mercado. Alors, ce monsieur sera le premier médecin juif au Nouveau Monde. Mais le fait de lui accorder la citoyenneté, en étant au Nouveau Monde, est quand même un signe vers l'ouverture progressive des Juifs, de l'entrée des Juifs dans le monde anglais, pas encore dans la métropole, mais au moins dans toutes les possessions. Et d'ailleurs, ce docteur Mercado, c'est lui qui aura prévenu les autorités hollandaises au Brésil que le banquet auquel elles étaient conviées par les Portugais était un guet-apens et que le repas serait empoisonné. C'est lui qui a évité le décès de ces gens. Alors, Mercado, c'est pas n'importe qui non plus, c'est un disciple de Samuel Palache, autant vous dire que c'est un homme fougueux, lui également. Et ce que pensaient également les Anglais par rapport aux Juifs, c'est qu'aussi bien les Juifs ont pu faire la prospérité du port d'Amsterdam, ils utiliseront la même sagacité pour faire de Londres le plus grand entrepôt de l'Europe au départ des colonies, au départ du Nouveau Monde. Et donc les colonies anglaises sont ouvertes aux Juifs, mais pas la métropole, encore une fois. Alors, Cromwell est partisan de révoquer le bannissement des Juifs d'Angleterre. Ce n'est pas encore les accepter, mais au moins ils ne sont plus bannis. C'est-à-dire que si on attrape un Juif en Angleterre, eh bien, il aura la vie sauve, il ne sera pas arrêté. Voilà. Alors l'intérêt, évidemment, c'est le commerce, vous en doutez bien, mais c'est aussi, et c'est essentiel, le renseignement extérieur en ces temps où Charles II veut entreprendre la reconquête de son trône et donc dégommer M. Cromwell. Alors, c'est aussi le moment où l'Espagne déclare la guerre pour récupérer la Jamaïque. Donc tout ça se tient, c'est le même mouchoir de poche, et donc les Juifs sont extrêmement utiles. Tout ça sur un fond vraiment mystique. Et là, il y a ce qu'on appellerait en hébreu un midrash. Alors, chez les chrétiens, ce n'est pas vraiment un midrash, mais voilà. Cromwell est un messianiste. Et il décrit Charles, le roi, comme pharaon. Et Dieu ne réapparaîtra que si son peuple est autorisé au retour en Angleterre. Qu'est-ce qu'on a à voir avec l'Angleterre? Nous, notre pays, c'est ici, c'est Israël. Oui, mais voilà, il y a un midrash chrétien, qui dit que les Juifs sont dispersés jusqu'à la fin du monde. Or, l'Angleterre, c'est l'angle de la terre. C'est-à-dire, c'est là où on arrive au bout de la terre. Donc, si les Juifs arrivent au bout de la terre, rappelle qu'on est au XVIe siècle, on ne sait pas encore que la terre est ronde. Hein. On marche à plat, comme l'Angleterre est le bout de la terre, eh bien, si les Juifs arrivent au bout de la terre,
ça précipitera le retour du Messie, donc de Jésus. Tout un fond mystique derrière ça, et économique, et politique, et de renseignement. Enfin, l'un n'est pas antinomique de l'autre. Voilà comment fonctionne Cromwell. Alors, pour les Juifs aussi, c'est important, parce qu'au milieu du XVIIe, l'horizon des Juifs, il est vraiment, vraiment bouché. Le Brésil, c'est plus qu'un souvenir, nous l'avons vu. L'Espagne et le Portugal sont couverts de bûchers de l'Inquisition. Ce n'est pas franchement l'endroit où on va aller se réfugier. Au Mexique et au Pérou, c'est sauf qui peut, et toutes ces deux communautés vont être exterminées, toujours par l'Inquisition, sauf ceux qui arriveront à partir, évidemment. New York, on a vu que l'accueil n'est pas des plus sympathiques, enfin, ce n'est pas complètement fermé, mais l'accueil n'est pas très facile. Et puis en Europe, 1650, 1648, c'est Chmielnicki, les massacres des Cosaques de Chmielnicki en Pologne, qui ont été un traumatisme majeur dans l'histoire du peuple juif, au même titre que l'expulsion des Juifs d'Espagne, au même titre que la Shoah. Nous en avons longuement parlé déjà. Donc l'horizon, il est franchement pas très, très ouvert. Alors, les Juifs, finalement, sont de nouveau autorisés à habiter en Angleterre, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est une autre histoire que je ne vais pas vous raconter maintenant. Pendant ce temps, en Jamaïque, la situation n'est pas très bonne. Les forces d'occupation ont triplé la population. Triplé. Alors, il n'y a pas assez de nourriture. Et 6 mois après l'arrivée des Anglais, la moitié des soldats sont morts, soit de faim, soit de maladie, soit de privation, au point qu'on ne les enterre même plus. En janvier 1656, on compte 5000 morts. C'est beaucoup. Et puis, il y a un pilote juif qui est resté sur un bateau de l'armada anglaise, qui s'appelle Campoe Sabada. Campoe Sabada. Et lui, il part reconnaître l'ouest de l'île. Et là, il capture 2 éclaireurs espagnols qui lui révèlent que Issassi lui a garanti que des galions espagnols avec 1000 hommes à bord vont venir rejoindront l'armada espagnole et vont attaquer la Jamaïque pour chasser les Anglais. Cromwell est immédiatement averti, évidemment, mais en attendant, il faut se renforcer. Et c'est là qu'on va retrouver Simon de Carcérès, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un homme de la trempe de Samuel Palache. C'est un battant, un vrai. Son bateau s'appelle le prophète Samuel. Il ne cache pas qui il est. Un juif totalement assumé, qui parcourt d'ailleurs les docks de Port-Royal pour dénicher les conversos, pour les ramener officiellement au judaïsme. Et il a proposé à Cromwell que les Juifs pourraient être à l'avant-garde de sa conquête du Nouveau Monde espagnol. Il lui faut pour ça 4 bateaux qui passeront par le Cap Horn, qui remonteront et attaqueront le Chili, donc attaquer à revers. Carcérès, c'est un ami de Carjaval. Ils se connaissent depuis très longtemps. Il est lui aussi un très très grand marchand. Je vous ai dit tout à l'heure, il a des comptoirs à la Barbade et à Amsterdam, mais pas seulement, il a des bureaux à Londres, à Hambourg, il a 2 frères à la Barbade, il a de la famille en Martinique et au Suriname. C'est incroyable, on fait le tour du monde avec ce monsieur. Il est partout. Et en plus de ça, il a des relations avec le roi de Suède et le roi du Danemark. Donc un homme d'entre-gens, de relations, de réseaux extrêmement puissant. Et Carcérès, il sait où trouver du monde pour aider, pour défendre la Jamaïque. Il y a une société anarchiste masculine qui s'appelle la Fraternité de la Côte, et ces gens cherchent des opportunités pour se battre. Ils s'entassent sur une petite île, une toute petite île, et vous la connaissez cette île. Elle s'appelle l'île de la Tortue, repère de boucanier.
Et le défi pour Carcérès, c'est d'arrêter les galions espagnols en haute mer pour couper le cordon ombilical qui relie les Hidalgo qui sont restés en Jamaïque avec l'Espagne d'origine. Et on va voir qu'avec le financement des Juifs de Jamaïque, et donc de Carcérès, et les renseignements qu'ils apportent, ces hommes de la tortue sont parfaitement capables de bloquer l'armada espagnole. Donc, il faut amener les boucaniers en Jamaïque, leur donner un statut légal de corsaire au service de la couronne d'Angleterre. Et c'est comme ça que Port-Royal deviendra la capitale de la piraterie avec l'approbation de Cromwell. 10 minutes encore, je vous raconte l'histoire de la tortue. Alors, quelques mots sur ces fameux boucaniers. L'île de la Tortue se situe juste à côté de Saint-Domingue, pas très loin. Et les autochtones, donc les habitants d'origine, on ne parle pas là d'Espagnols ou de qui que ce soit, les autochtones fournissaient la viande à Hispaniola. Ils avaient des troupeaux, il y avait beaucoup d'animaux sauvages aussi, et ils fournissaient la viande à Saint-Domingue qui est à côté, parce qu'il y a de très très grands troupeaux de bœufs. Et puis, ces autochtones vont être décimés. Vous savez que les Européens, en arrivant au Nouveau Monde, ont apporté des maladies, des virus, des microbes auxquels les autochtones n'étaient pas habitués, et ça a décimé ces populations de maladies, sans parler des massacres d'Indiens par les Européens. Mais les maladies les ont décimés. Alors, il y a quand même une certaine population d'origine européenne, et les autochtones leur avaient appris à boucaner la viande. Je vous avais raconté cette histoire. Boucaner, c'est fumer la viande pour qu'elle se conserve et qu'on puisse ensuite faire un commerce avec cette viande, ou simplement la garder pour soi-même. Alors, il y a quelques personnes qui sont là, mais faute d'éleveurs, les bêtes de l'île retournent à l'état sauvage. Et c'est à ce moment-là qu'arrive à l'île de la Tortue une véritable cour des miracles. Des soldats, des marins, des hérétiques, des esclaves en fuite, des repris de justice, des criminels, tout ce que vous voulez. Seulement, il y a à la Tortue un anonymat total. D'ailleurs, tous ces personnages vraiment pas très recommandables renoncent à leur passé jusqu'à renoncer à leur nom de famille. Ils changent de nom, ils effacent leur passé et organisent leur vie dans cette île de la Tortue. Alors, ils ont des mines patibulaires, vous imaginez bien, mais ce qui est assez curieux, c'est que dans l'ensemble, toute cour des miracles qu'elle soit, sont des gens relativement pacifiques. Ils ne sont pas des violents. Ils chassent beaucoup, ils boucanent et troquent la viande sur Hispaniola contre des armes et de l'alcool, parce qu'évidemment, l'alcool coule à flot. Et puis, vers 1640, l'île de la Tortue devient de plus en plus prospère grâce à ce commerce qui se passe gentiment, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. À tel point d'ailleurs que, alors, combien sont-ils? 600 personnes à peu près, 600 boucaniers. Excusez-moi. Alors, on s'enrichit. Évidemment, on a envie d'un petit peu de faire souche. Alors, il y en a un certain nombre qui commencent à se construire des ranchs, des fermes clôturées pour élever leur bétail. Ah oui, mais il y a des Hidalgo aussi sur cette île. Et ils ne veulent pas voir ces repris de justice ou je ne sais pas quoi leur faire concurrence avec des fermes organisées. Et alors, ils ne les acceptent pas. Ils veulent se débarrasser d'eux. Alors, ils ont une idée géniale. Ils vont essayer de chasser le bétail sauvage. Et si les boucaniers n'ont plus de bétail à chasser, ils n'ont plus de revenus. Et quand ils n'auront plus de revenus, ils les expulseront de l'île où ils partiront d'eux-mêmes. Et c'est comme ça que 300 Espagnols, simplement munis de lances, exterminent tout le troupeau de bêtes à cornes, il s'agit de vaches ou de bœufs ou de chevaux,
en un an, extermine tout le troupeau retourné à l'état sauvage de l'île de la Tortue. Et puis, en 1653, les Espagnols envahissent l'île pour expulser les boucaniers. Sauf que, en agissant de cette façon, les Hidalgo ont transformé ces gens qui étaient relativement pacifiques en des chasseurs d'abord des chasseurs de bétail, en chasseurs d'Hidalgo, parce qu'ils veulent se venger, c'est tout ce qu'ils ont en tête, et plus tard en chasseurs de bateaux. Ils ont transformé des gens tranquilles en des ennemis irréductibles qui veulent se venger de ces gens qui ont massacré leur bétail. Alors, ce sont des combattants très endurcis et qui n'ont qu'une idée de vengeance en tête. Et en moins d'un an, l'île de la Tortue devient le haut lieu de la flibuste aux Caraïbes, c'est-à-dire que ces boucaniers se constituent en corporation, ils s'emparent, les fameux, la fraternité, ils s'emparent d'abord de petites embarcations, puis d'embarcations un petit peu plus grandes, parce qu'ils ont plus de matériel, plus d'armes, et finalement de galions espagnols, carrément. Et la réussite de ces boucaniers est telle qu'arrive en masse de nouveau une nouvelle petite cour des miracles pour rejoindre cette fraternelle communauté de parias. Et du coup, il y a une surpopulation dans l'île. Et la situation redevient précaire. Alors, vous comprenez bien que Simon de Carcérès, il n'a pas eu de problème pour trouver une troupe aguerrie, armée, combative, et qui en veut à mort aux Espagnols. À mort. Alors, ce sont des hors-la-loi, ce sont des libertaires. Ils ont pourtant un code de conduite extrêmement sévère, une discipline de fer, ce qui fait d'eux des combattants extrêmement durs, aguerris et disciplinés, d'excellents guerriers. En plus, ils sont très égalitaires. Tout le butin est partagé à part égale entre chaque membre de la fraternité. Et les blessés sont pris en charge par la communauté, par la fraternité elle-même. Alors, ils sont recrutés, ils se soumettent sans aucun problème à l'autorité du commandant Henry Morgan, qui était le chef, on a déjà parlé de Morgan, capitaine anglais. Ils deviennent corsaires de la couronne, donc ils ont une couverture juridique, évidemment, et les armateurs juifs de la Jamaïque leur achètent des bateaux, et évidemment, les armateurs reçoivent une part du butin, et une grande part du butin est pour les corsaires. C'est le début de l'âge d'or de la piraterie dans l'île de la Jamaïque. Voilà. Eh bien, j'en ai fini pour ce soir. J'espère que je n'étais pas trop ennuyeux, comme la dernière fois. Et si vous avez des questions, ouvrez vos micros, je suis prêt à y répondre. C'est parti, Toda Rabba, Georges, vous pouvez ouvrir le micro. Tu as vu ça, Johan? 60 minutes pile. Toujours passionnant. Alors, Merci des questions? beaucoup. Merci, Nicole. Alors, on va avoir, je pense, encore 2 cours sur les pirates juifs des Caraïbes. Et ça se terminera par les pirates juifs d'Amérique. Ça, vous ne saviez pas qu'il y en avait. Et puis après, on passera à un nouveau chapitre, à quelque chose de différent. Pas tellement différent d'ailleurs, mais autre chose, quand même. Pas de questions? Tout va bien. Bonsoir, Brigitte. Quand est oui. le prochain rendez-vous? Dans 15 jours. Ah oui, alors, la dernière fois, j'étais infidèle parce que c'était la soirée de Ascara pour Manitou. Donc, la semaine dernière, j'aurais dû faire court, mais donc on a supprimé mon cours, c'est normal. Et prochain cours, c'est dans 15 jours, Bezrat Hashem. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Voilà. Je vous rappelle Vous encore avez une vu, fois les coordonnées je ne sais pas si on voit quelque chose. Non. Ah, je On va rappelle. les dire 0, 52, 28, 61, 972.
Et c'est à l'hôtel Montefiore à Jérusalem, si vous Rue voulez aider Schatz. des gens qui sont réfugiés pour faire les lessives. Voilà. Je Ne vous croyez renvoie dans le pas, chat. ce n'est rien de dégradant. Chacun apporte son petit écho et c'est ce qui fait la cohésion de notre peuple et de notre pays et c'est magnifique. Il y a des grands héros et il y a des petits héros et chacun fait ce qu'il peut et chapeau pour tout ce qui est fait. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci.